ont commencé à venir par vagues successives, de Bambeto, etc. Donc l'esplanade s'est remplie, il y avait de l'animation, ça criait, ça chantait, etc. C'est entre-temps que le capitaine Moussa Kieboro est arrivé. Il a été ovationné. Et j'avais une caméra, j'avais filmé. Malheureusement, je vais expliquer après comment ça s'était arrivé. Et il est venu, il était vraiment, les gens étaient contents de le voir. Il est resté entre la foule, il a dit bon, et nous savons que vous êtes venus pour manifester, c'est un droit, mais aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. C'est un jour très important pour la Guinée, donc nous ne pouvons pas vous laisser manifester aujourd'hui. Je vous demande de rentrer chez vous. Rentrez chez vous tranquillement. Un jour, on va certainement vous donner un jour où vous allez manifester, mais aujourd'hui, il est hors de question. Donc certains, il y avait la foule, des jeunes gens enthousiastes, etc. Certains applaudissaient, d'autres huaient, etc. Mais il est resté intact. Il a dit rentrez chez vous. À chaque fois il dit rentrez, des gens disaient oh, huaient, applaudissaient, etc. Après il a dit à 3 reprises, je retiens, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Après, il s'est déplacé. Peu de temps après, j'ai eu envie d'aller au besoin. C'était juste là, quand ça s'est passé, c'était devant la pharmacie de Manis Écoliers. Il y a un poteau électrique là, en béton derrière. J'étais adossé à celui-là quand j'ai pris l'image là. Donc, le capitaine s'est déplacé. Il est allé de l'autre côté. Et après, j'ai décidé d'aller aux toilettes parce que ma sœur m'avait dit d'être toujours en ablution. Je suis allé à l'arrière-cour de la pharmacie Totale. Proche de chez Dr Manis Écolier, et je suis rentré dans une concession là-bas. J'ai demandé qu'on me prête une bouilloire, que je voulais aller aux toilettes, quoi. Ils ont dit, il n'y a aucun problème. J'ai fait mes ablutions. Je revenais, monsieur le président, pour déposer la bouilloire dans la chambre et remercier la personne. Quand j'ai vu un monsieur qui est venu, mais alors à toute allure, un jeune manifestant, il est venu de rentrer avec fracas, et puis il a refermé la porte. Il s'est jeté dans un lit, là-bas, il y avait un bébé, un enfant qui dormait, il s'est couvert. Il avait eu le temps de fermer la porte. Je me lève, je regarde par les persiennes, je vois des hommes en uniforme, ils portaient des t-shirts noirs, je crois, avec des pantalons olives, parce qu'entre-temps, ce jeune avait été suivi par une autre vague de manifestants qui, le temps de comprendre, j'ai compris que ces gens-là étaient pourchassés par ces hommes en tenue, munis de matraques, mais ils ont fait usage d'une brutalité inouïe, à coups de pieds ou de portes, ils terrassaient certains, etc. Le spectacle était foudroyant. J'ai vu ça. Après, ils ont traîné certains qui sont sortis, et puis après, ils sont repartis. Quand ils sont repartis, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Je suis venu à la station, il y avait là maintenant une tension, on voyait des gendarmes, des policiers, et puis la foule qui... C'était vraiment la débandade. Entre-temps, mon téléphone, j'ai un petit téléphone sur lequel Associated Press m'appelle. Il y a ce jour-là, c'est le desk de Johannesburg qui travaillait. La dame m'a appelé, Boubacar, qu'est-ce qui se passe à Conakry? Je lui ai expliqué ce que j'ai vu tout de suite, ces actes de violence. Il m'a dit, non, mais ça c'est important. Il m'a dit, mais comme ça criait, il m'a dit, Boubacar, je ne t'entends pas. Elle ne parle pas bien français. Elle s'exprime beaucoup plus en anglais. Son français était approximatif. Et donc, cela ajouté au bruit faisait que la communication était très difficile. Elle a dit, il faut que je quitte là et que j'aille me mettre à l'abri quelque part pour expliquer ce qui se passe. Parce que, monsieur le président, quand il y a manifestation, les médias internationaux deviennent concurrents. Donc, à côté, il y avait Mouktar de l'agence de France Presse, et moi j'étais là, il y avait d'autres agences. Donc la vitesse de l'information, quand c'est comme ça, la presse internationale, le correspondant, ils veulent que tu sois le premier à envoyer en temps réel l'information parce qu'ils publient dans la continuité. L'info continue en fait, les factuels. Elle m'a dit de mettre à l'abri, je suis allé me mettre quelque part où elle m'entendait. Elle m'a dit, bon, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne. Moi, je suis le correspondant ici. Elle est la correspondante à Johannesburg, mais l'éditeur de ce jour était à New York. Donc, moi, je lui explique, elle transmet en anglais à l'autre, et donc ce dernier lui envoie des questions et elle me répercute la question parce que c'est moi qui suis là. Alors, c'était très compliqué avec
Le réseau aussi qui n'était pas stable entre ici et l'Afrique du Sud, elle s'énervait parfois. Mais donc ça m'a pris au moins 1 heure pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Elle m'a dit très bien, tu as fait un excellent travail, mais il faut suivre. Il faut que ça continue. J'ai dit ok. Je suis sorti peu avant, là où j'étais assis, voilà, je vais dire ça, j'ai vu les leaders qui partaient chez Jean-Marie Doré, avec une foule. Quand je suis ressorti, j'ai vu un de nos reporters, Ba Mamadou, comme il y avait vraiment beaucoup de mouvements, les téléphones et la caméra que j'avais achetée, je lui ai donné, j'ai dit bon, essaie de replier, parce que le link c'était à l'immeuble Sanderbadi à l'époque, essaie de retourner là-bas, tu vas aller quand même faire un papier si ce que tu as vu déjà ce qui s'est passé dehors, ça peut faire déjà des encadrés, quoi. Nous on va continuer. On s'est séparés là, et je suis parti vers la Fondis, dans l'intention d'aller, on me dit que les Jean-Marie sont déjà arrivés au stade. Alors, entre-temps, mon téléphone sonne encore. La dame m'appelle. Boubacar, j'ai appris que les opposants sont là-bas. Est-ce que tu peux avoir des citations? Je dis, c'est pas évident parce que j'ai appris qu'ils sont rentrés au stade. Vous comprenez? Ils ne sont pas là. Elle me dit, donc vraiment, si tu pouvais avoir des citations, ça allait être très bien parce que nous avons beaucoup de citations. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Je sortais de là, j'ai entendu juste à côté de l'université, j'ai entendu des coups de feu. Et il y avait un bruit qui venait du stade. Ça criait, on sentait que vraiment c'est comme si c'était un concert, mais ça criait vraiment. On a l'impression que certainement c'est pour... si on n'avait pas entendu les tirs, on aurait dû croire que c'était un concert et que c'est le public qui était en train de match de football, le public qui est en train de huer, etc. Il y avait des cris forts. J'ai vu des jeunes gens qui sortaient, certains nu-pieds, d'autres étaient blessés. J'ai suivi un d'entre eux, on est arrivé vers la Fondis. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il me dit ça tire au stade. Il y a des militaires qui sont rentrés, ils sont en train de tirer. J'ai dit où? Il dit au stade. Et comme je voyais des gens sortir, et j'entendais aussi des crépitements, j'ai décidé de suivre la foule. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit ça tire. J'ai dit comment tu es sorti? Il me dit non. On sentait que les gens avaient vraiment peur, très peur. On est arrivé donc vers la Fondis, il y a une rue piétonne qui débrousse en sillon entre... il y avait une radio là-bas, la radio du docteur Sultan, je crois, plus un autre, il y a une rue qui se faufile, qui va au bord de la mer, quoi. Donc je les ai suivis là. Certains étaient nu-pieds, on est arrivé au bord de la mer, et sur les rochers, bien sûr, la marée était haute. Et j'ai cherché à savoir ce qui se passe, mais derrière moi et avec moi et d'autres, il y avait des jeunes qui voulaient vraiment s'éloigner, qui avaient peur, qui voulaient sortir. On s'est suivis, on est arrivé jusqu'à la plage, au niveau de la plage. Certains des gens avec lesquels j'étais sont passés. Moi, j'ai décidé de ressortir là, la sortie de la plage de l'Andrea, pour essayer de remonter et aller voir ce qui se passe de l'autre côté du stade. Je suis arrivé juste sur la montée, à pas moins de 5 à 10 mètres comme ça, de la sortie, j'ai vu des gens en t-shirt bleu ciel, je crois, t-shirt Chelsea, une meute qui venait munie d'objets divers, et ils venaient vraiment à toute allure et menaçant, quoi. Donc ça créait la débandade. J'étais juste en face, à côté de moi, à ma gauche, il y avait un coiffeur, un jeune coiffeur. Il a vu que j'ai vu les gens, mais en journalisme, on nous dit, quand tu es devant un obstacle, il ne faut pas courir. Sinon, on t'assimile aux manifestants. Je n'avais pas de visuel, parce que aussi, en journalisme, il est recommandé, ce n'est pas toujours bon qu'un journaliste mette un dossard, ou etc., une carte, ce n'est pas recommandé en temps de manifestation, donc je n'avais rien. Mais j'ai décidé de m'arrêter, et c'est entre-temps que le jeune qui est là, qui les a vus aussi, il m'a tiré, il m'a fait asseoir, et il a pris un pagne, il m'a enveloppé, et il s'est mis à me coiffer. Au moment où il préparait ce dispositif, il n'avait pas commencé, quand ces gens sont arrivés, une vingtaine je crois, ils sont arrivés, ils voulaient se jeter sur nous. Après il a dit en sous-sous, non, lui, il n'est pas manifestant, il est là, il est venu se coiffer, il était là depuis. Mais après, ils se sont mis à crier. Après, ils ont continué vers la plage. Donc, j'ai eu le temps juste de regarder derrière. J'ai vu des jeunes qui s'étaient échappés du stade, qui voulaient traverser, qui ont vu
ces hommes en tenue, Chelsea, certains se sont retournés, ont débrouché chemin, d'autres sont passés, mais ils les ont poursuivis. Je ne sais pas ce qui s'est passé en bas, mais ils les ont poursuivis. J'ai vu certains jeunes se jeter à l'eau. Parce que quand vous les voyez venir, vous sentez vraiment que ils représentaient une menace, quoi. Et peu de temps après, une demi-heure après, ils sont remontés encore, la même meute est remontée. Et même les pêcheurs qui étaient au stade, qui étaient en train de travailler, qui préparaient certainement des filets, et tout était dans la débandade. Je suis resté là, le monsieur m'a dit, il ne faut pas bouger, parce qu'on ne sait pas, ils peuvent être dans les parages, ne te presse pas, reste ici. J'ai dit ok. Entre-temps, le petit téléphone que j'avais avec lequel j'écris, je collabore avec, j'échangeais avec la BBC, Associated Press, il s'est déchargé plus ou moins. J'ai eu un appel, j'ai pensé que c'est l'Afrique du Sud, et puis j'ai vu que c'était un de mes collègues journalistes, Abdrahman Diallo, qui travaillait pour West Africa Democracy Radio. Il m'a appelé, Boubacar, on m'appelle Aboubakar, c'est mon nom de journaliste en Guinée. Aboubakar, tu es où? J'ai dit, je suis à la plage ici. J'ai dit, et vous? Il dit, nous sommes chez mon beau-frère, il s'appelle Amara, docteur Amara Pangoura. Il m'a indiqué où ils sont. Je suis allé, j'ai trouvé effectivement qu'il était là, lui, Abdrahman. Il y avait Amadou BBC qui est passé ici déjà. Il y avait BBC anglais, celui qui faisait le service anglais, Silla. On est resté là et ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Je leur ai expliqué un peu ma mésaventure, comment je me suis fait coiffer alors que j'avais le crâne. J'étais quasiment bien coiffé quand j'ai expliqué comment ce jeune m'a sauvé. Mais entre-temps, on est passé à des appels parce que des informations nous tombaient dessus. Il y a 100 morts, il y a 50 morts, il y a etc. etc. Donc nous avons formé ici, constitué un réseau de correspondants de la presse internationale. Vous aviez l'AFP, vous aviez Associated Press et RFI, parce que Mokhtar fait des deux. Vous aviez BBC anglais, British World Communication. On était tous là, on essayait d'avoir des informations à travers des sources. Et c'est là on a compris effectivement que la situation était vraiment très très critique, que la situation était plus que ce qu'on imaginait. Parce qu'on apprenait qu'il y a des corps par-ci, etc. C'était très compliqué. Nous sommes restés là jusqu'à 18h. Dehors, à Dixine, c'était désert. De temps en temps, il y a des ambulances qui passaient, on entendait les sirènes des ambulances. De temps en temps, on entendait aussi des véhicules qui passaient, mais comme on était enfermés à l'intérieur, à 18h, on a décidé de se disperser, de partir. Amadou, qui avait une 305, je crois, il a dit, bon, tu habites à Nongo, lui, il est à Demoudoula, il a dit, bon, je te dépose chez toi. On est sorti, monsieur le président, du stade jusqu'à Nongo. Nous rencontrions des camions militaires et des ambulances qui faisaient des va-et-vient. Là, sinon, la ville était complètement